Eh bien voilà, on est de retour ici au PAC pour la quatrième partie de ce débat consacré à l'urgence sociale, ce débat organisé par la FGTB Bruxelles et la Fédération des mutualités socialistes du Brabant. Cette quatrième partie, elle s'appelle Santé et aide aux personnes. Quelles solutions pour demain? Alors, je vous préviens tout de suite, il y aura une partie des interventions ici qui auront lieu en néerlandais. Donc, si vous avez du mal avec le néerlandais, connectez-vous sur la plateforme Zoom pour profiter de l'intégralité des débats et ne pas louper une miette de ce que nous allons vous raconter euh, au cours de cette demi-heure. Dans quelques instants également, on va jouer avec vous. On va tester vos connaissances sur la protection sociale via l'application Booklap. Vous avez peut-être un bandeau qui apparaît sur l'écran qui va vous permettre de vous connecter. Donc, vous vous connectez et vous attendez et on fera un jeu tous ensemble pour tester vos connaissances sur la protection sociale dans le monde. Ben voilà, on va démarrer. J'ai ici à mes côtés, j'ai Karine Rosteler, qui est secrétaire régionale CGSP ALR. Tu peux nous expliquer à quoi ça correspond, ALR? Donc, ALR, c'est les administrations locales et régionales, c'est les hôpitaux publics, la police, toutes les communes, toutes les CPAS, la COCOF, la COCOM, la VGC, Vivaqua, Bruxelles Propreté, les cuisines bruxelloises. Donc, c'est un gros secteur à Bruxelles. Et on a également Kathleen de Decker, qui, elle, est permanente au 7K BHV, c'est bien cela? Tout à fait. C'est le nom marchand, hein, c'est ça? Ja, c'est le nom marchand, le social profit, comme on le dit en néerlandais of in het Engels. Il s'agit surtout des soins de santé à tout niveau, fédéral, mais aussi régionalisé, mais aussi de non marchands dans l'aide aux personnes. Mais on va commencer avec toi, hein, Kathleen. Donc, la région bruxelloise, elle vient de passer un an de crise sanitaire avec une partie des compétences de la santé qui ont été régionalisées lors de la cinquième et la sixième réforme de l'État. Est-ce que cette régionalisation, ça a pu avoir une influence sur la manière dont on a pu vivre la crise à Bruxelles? Ja, daar zijn twee dingen. Hè. De Brusselaars, hè, zowel de bewoners als de werknemers, hebben daar gevolgen van ondervonden, van de regionalisering en van de staatshervorming. Als het gaat over sociale zekerheid, is het vooral de topic kinderbijslag bijvoorbeeld, die daar een belangrijk element in geweest is, de regionalisatie daarvan ook. Het verhaal dat in verschillende streken van België kinderen een andere toelage krijgen, dat er anders wordt gereageerd, mensen worden anders behandeld op vlak van hun woonplaats. Daarnaast is er ook nog de regionalisatie geweest, die de staatshervorming heeft ontwikkeld, de verregaande regionalisatie, en op vlak van gezondheidszorg, en die heeft ook wel zijn effecten gehad. Dat wil zeggen, er zijn heel wat problemen geweest, ook door de COVID. De COVID-crisis heeft een aantal problemen aan de orde gebracht, maar die zijn versterkt door de staatshervorming in de manier waarop ons land gestructureerd is en georganiseerd is. Dat wil niet zeggen dat die problemen er voordien niet waren, die waren er ook. De problemen die we nu met de COVID-crisis hebben ondervonden, die waren er al vooraf, maar die zijn uitvergroot. En die zijn versterkt door de staatshervorming, de manier van organisatie van de gezondheidszorg en de COVID-crisis op zich. Dus voor de problemen die ik heb ondervonden via de mensen en via de militanten die in kaart zijn gebracht, waren het vooral ook problemen die te maken hadden met een tekort aan mankracht. Maar een heel groot probleem ook een tekort aan communicatie en voornamelijk ook een tekort of een gebrek aan eenduidige communicatie. Dat wil zeggen, door de regionalisatie van de gezondheidszorg ontstaan er verschillende regio's. Die verschillende regio's die hebben ook verschillende systemen, die hebben verschillende regels, die hebben ook verschillende arbeidsvoorwaarden. Dus dat is ook zeer duidelijk geworden door de crisis, dat die communicatie niet afgestemd was. Die heeft op sommige momenten voor chaos gezorgd, die heeft voor verwarring gezorgd op het terrein. Dus het gebrek aan communicatie was een grote, aan mankracht was een grote, aan materiaal. De mensen hadden niet voldoende bescherming doorheen de crisis. Psychologische ondersteuning ook, want door die crisis zijn mensen geconfronteerd met een hoog sterftecijfer in de woonzorgcentra, waarvan ik nu spreek. En dat heeft een hele grote impact gehad op de werknemers in Brussel ook. Dus daar zijn er een aantal problemen die toch belangrijk zijn geweest. Moi, je vais me tourner maintenant vers Karine. On arrive tout doucement, on l'espère, à la fin de cette crise. On voit que le personnel soignant a payé un lourd tribut au cours de cette crise dans un secteur qui, en fait, n'attire plus vraiment les foules. Il va falloir vraiment reconstruire maintenant. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer justement l'attractivité du secteur des soins de santé et, en cas de nouvelle crise, éviter les problèmes qu'on a connus justement dans la gestion de cette crise? Donc, c'est très simple, en fait. Quand on parle avec des travailleurs, eux, ils peuvent vraiment bien identifier quels sont les problèmes et surtout proposer des solutions.
Et donc, pour eux, il faut un investissement important en moyens humains et en moyens matériels dans les soins de santé, avec principalement une révision des normes d'encadrement, parce que c'est clair et net, on est trop peu de soignants au chevet du patient. Une création massive d'emplois dans le secteur, c'est une réelle opportunité politique que de faire des créations d'emplois dans un secteur qui demande en fait énormément de personnel. Un changement de type de management dans les institutions de soins, parce que je pense qu'on ne gère pas une maison de repos ou un hôpital comme on gère Amazon. Ça, c'est vraiment capital. La réduction collective du temps de travail et la reconnaissance des métiers de la santé comme métiers pénibles pour permettre aux travailleurs de finir leur carrière dans la profession qu'ils ont choisi d'exercer et de ne pas s'abîmer la santé à soigner d'autres personnes malades. Et arrêter la commercialisation des soins de santé, lever des brevets, on voit bien la problématique avec les vaccins actuellement, et stopper les accords secrets entre les politiques et les sociétés pharmaceutiques pour faire grimper le prix des molécules qui constituent les médicaments. Et alors, un changement structurel de financement, financer les soins de santé au forfait et non plus à l'acte. Si déjà on faisait ces 6 choses, je pense qu'on serait prêt à pouvoir affronter toute crise qui va encore se représenter, climatique ou épidémiologique. Kathleen, peut-être un mot sur cette question? Ja, als we dan denken aan de chaos die deze crisis toch ook voor een stuk heeft gekenmerkt, is het denk ik belangrijk om na te denken, wat kunnen we doen om deze chaos een stuk te vermijden? En dan heb je verschillende niveaus of verschillende elementen die dat we in kaart moeten brengen, maar zeker ook naar onze beleidsmakers. Er zijn momenteel op vlak van gezondheid 9 ministers actief. Wel, ik denk dat we daar aan die mensen moeten vragen, stem de communicatie af. Stem de regelgeving af. Zorg dat je een soort eenduidigheid op het terrein creëert. Maar ook, wat Karin zegt, investeer in die gezondheidszorg. Want wat de crisis duidelijk gemaakt heeft, denk ik, voor ons allemaal, onafgezien van de problemen, is dat die crisis gezegd heeft, die gezondheidszorg is een sector, die zorg is essentieel. Maar dan moeten we ons ook daar zo naar gedragen. Ik denk ook, en Karin heeft het net ook even aangehaald, aan de beleidsmakers, het is belangrijk om te zeggen, positioneer u. Wat is de visie? Op welke manier gaan wij om met de mensen in onze samenleving die oud zijn, die ziek zijn? Daarnaast denk ik ook dat we ons als vakbondsorganisatie, dat we daar ook een aantal positieve elementen wij kunnen ook bijdragen tot het verminderen van die chaos. En dan denk ik voornamelijk aan, inzetten op onze achterban. Inzetten op onze militanten. Dat betekent dat je mensen versterkt, dat je mensen met vorming ondersteunt, dat je mensen ook met dienstverlening ondersteunt. Ik denk dat het ook cruciaal is, want de crisis heeft ook aangetoond dat sociaal overleg niet altijd vlot is gelopen. Zet ook opnieuw in op dat sociaal overleg. Versterk die mensen in een ondernemingsraad, in CPBW. Dat zijn denk ik belangrijke elementen. Voor ons ook nog, zet in ook op nabijheid. Als vakbondsorganisatie, zorg dat je naast je mensen staat en steun ze op alle mogelijke terreinen. Ik denk dat dat een zeer groot belangrijk punt is voor ons ook om mee te nemen. Karin haalt het daar net aan. Als je aan onze mensen vraagt, wat heb je nodig? Maar ze zijn de eerste en de belangrijkste actoren ook om dat aan te geven. Dus zet ook in, zet die mensen ook centraal op dat vlak. Ik denk dat we dan op verschillende niveaus kunnen vermijden dat de chaos is of dat hij groot is. Il faudra se concentrer sur l'humain, on est bien d'accord. Voilà. Karine, on est toujours en pleine crise sanitaire actuellement, mais ça ne nous empêche pas quand même déjà de voir certains éléments d'analyse. Quels sont par exemple pour toi les mécanismes qui ont fait que la Belgique et d'autres pays européens ont rencontré pas mal de difficultés au cours de l'année écoulée? Il n'y a pas de secret. Je pense qu'on le dénonce, en tout cas à la FGTB et à la CGSP depuis des années. Ce sont les politiques d'austérité européennes qui imposent évidemment de diminuer les budgets de la sécurité sociale, des finances publiques, qui ont fait que depuis plus de 20 ans, maintenant, on fait des économies dans les soins de santé, et ce sont donc directement ces politiques d'austérité qui ont impacté les financements dans les soins de santé.
Et donc, il faut vraiment absolument changer ce mécanisme urgemment, parce que du coup, quand on se retrouve face à une crise sanitaire, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'y faire face, ou plus les moyens d'y faire face, parce que, par exemple, on a une pénurie d'infirmières actuellement, et les infirmières, ça ne s'invente pas, il faut 4 ans de formation, et donc, pour faire face à une crise sanitaire, quand il n'y a pas d'infirmières, quand il n'y a pas de médecins, on est vraiment très fortement en difficulté. Et donc, on a libéralisé tout un tas de secteurs, et il y a aussi un manque de courage politique, parce qu'on propose la levée des brevets pour les vaccins, par exemple, et les mêmes partis qui commencent actuellement à dire il va falloir faire des économies parce que le Covid a coûté très cher et il faudra serrer la vis. Ce sont ces mêmes partis qui refusent de lever les brevets et qui laissent s'envoler et flamber les prix de la vaccination, par exemple. Et donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Quand ça concerne les travailleurs, il faut faire des économies. Quand ça concerne la poche de multinationales, là, on laisse s'envoler le marché et le prix du vaccin. Donc, c'est vraiment ce paradigme-là qu'il faut changer. Oui, on sait que la question de l'austérité va certainement revenir sur la table dans les prochains mois. On est habitué. Moi, j'ai quand même envie de dire, qu'est-ce qui nous a permis quand même de tenir le coup durant cette crise? Et clairement, la sécurité sociale, cet outil qu'on défend, en tout cas dans les organisations syndicales depuis sa création. Mais c'est ça qui a permis à la majorité de la population qui a perdu son emploi de bénéficier, par exemple, d'allocations de chômage. Et on voit que dans les pays où il n'y a pas de mécanisme de sécurité sociale, les travailleurs qui ont perdu leur emploi se sont retrouvés sans revenus et sont dans une détresse catastrophique. Mais même si ce mécanisme est un mécanisme qui nous a permis d'être sauvés, on sait qu'il est attaqué depuis quand même des années sur son mode de financement, sur son budget à l'équilibre, où on sait que maintenant, la sécurité sociale, c'est une enveloppe fermée. Et donc, si on dépense plus dans les soins de santé, mais il va falloir faire des économies au niveau des allocations de chômage ou des pensions ou des allocations familiales. Et donc, quand on voit que les dépenses ont augmenté fortement au niveau des soins de santé et des allocations de chômage, je me dis, mais comment vont-ils faire? Ils vont compenser les dépenses en réduisant les pensions qui sont déjà basses. Donc, là aussi, il va falloir revoir le mécanisme de financement de la sécurité sociale. Oui, effectivement. Kathleen, on sait qu'il y a une réforme de l'État qui est dans les cartons actuellement. On nous promet une réforme sans tabou. On ne sait pas trop ce que ça implique, cette absence de tabou. On a parlé des 9 ministres de la Santé tout à l'heure dans ton intervention. Moi, j'ai envie de te poser la question, quelles conséquences pourrait avoir une régionalisation encore plus poussée de certains secteurs? Als ik dat hoor, dat baart mij wel een beetje zorgen. Ça me fait peur quand même un peu, parce que we hebben gezien welke chaos dat de staatshervorming met zich heeft meegebracht in de loop van de crisis. Maar als het gaat om een verregaande regionalisering of een verregaande staatshervorming, hou ik mijn hart vast dat we in België niet verschillende soorten Belgen gaan creëren. Dat betekent als je verder gaat, zoals dat je dat nu doet met de kinderbijslag, op verschillende andere terreinen, werkloosheid, ziekte, als je die elementen aanneemt en regionaliseert, vrees ik ervoor dat je echt verschillende soorten Belgen gaat creëren, mensen met meer of minder toegang tot de gezondheidszorg. En dat denk ik toch dat die crisis ons geleerd heeft. De solidariteit is belangrijk. We moeten hier solidair zijn met elkaar. We moeten ook zien dat we voor elkaar kunnen zorg dragen. We moeten dus ook zorgen dat iedereen in België dezelfde toegang kan krijgen tot die gezondheidszorg, want dat vreest een beetje, dat riskeert een beetje verloren te gaan. Mijn oproep daar is dan ook, zet in op die solidariteit, maar dat kun je niet door niet in te zetten op de sociale zekerheid. Het is eigenlijk superbelangrijk, Karin geeft het ook aan, wilde die solidariteit garanderen, wilde die toegang garanderen tot de gezondheidszorg en alle andere mogelijkheden, dan moeten zorgen voor een sterke sociale zekerheid. En niet alleen op regionaal vlak, maar ook op nationaal vlak, op Europees vlak, op wereldvlak. Oui, c'est justement une transition toute trouvée, puisque on va parler maintenant de la campagne de la protection sociale est un droit. Je vais vous remercier en tout cas, Kathleen et Karine, d'avoir été là aujourd'hui avec nous
pour parler de la santé, de l'aide aux personnes. C'était très intéressant, vraiment, c'était super chouette. Maintenant, je vais vous laisser quitter le plateau et on va enchaîner avec normalement Laurent Atsou et Stéphanie Le Charlier qui vont nous rejoindre sur ce plateau. On est de retour, hein. On a fait ça assez rapidement, vous avez pu le voir chez vous depuis votre salon. On a ici aujourd'hui Laurent Atsou de l'IFSI. Bonjour Laurent. L'IFSI, tu peux nous dire un peu ce que c'est? Oui, l'IFSI, c'est l'Institut de coopération syndicale qui est supporté par la FGTB fédérale. Et donc un peu au même titre que des ONG, on met en place, si tu veux, des projets de coopération pour appuyer des organisations syndicales dans différents pays et dans différents continents, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine principalement, mais aussi en Belgique, on a toute une série d'actions et dans d'autres pays européens. On a aussi Stéphanie Le Charlier, bonjour. Bonjour. Toi, tu es responsable de mobilisation citoyenne chez Solsoc, c'est bien cela? Oui, tout à fait. On est ici, en fait, la raison de votre présence sur ce plateau, c'est qu'on est ici pour parler de la campagne La protection sociale est un droit. C'est une campagne que vous avez lancée, je crois que c'était en décembre dernier. Hein. C'était une campagne qui est portée par l'IFSI, Solsoc et FOS, qui est votre pendant néerlandophone. Oui. Moi, je connais la campagne, hein, puisqu'on a déjà réalisé un webinaire ensemble. Mais peut-être pour les personnes qui ne nous connaissent pas, peut-être que Stéphanie, tu pourrais nous expliquer en quelques mots. Oui, donc voilà, c'est effectivement les 3 organisations qui ont un programme en commun donc de coopération au développement. C'est un programme qui est intitulé la promotion du travail décent. Donc la protection sociale fait partie du travail décent, fait partie intégrante. Et donc c'est vraiment une campagne pour promouvoir la protection sociale dans la coopération au développement. Donc essayer de sensibiliser aussi le public belge à cette nécessité de promouvoir des systèmes de protection sociale le plus possible pour tout le monde, partout dans le monde. Et d'essayer de sensibiliser aussi nos décideurs à mettre cette protection sociale un peu plus en avant dans leur politique de coopération et à promouvoir notamment un fonds mondial pour la protection sociale. Et donc ça, c'est un système où les pays les plus riches qui ont des PIB un peu plus élevés pourraient consacrer une partie de leur richesse donc, à alimenter ce fonds, et les pays qui ont des revenus plus faibles pourraient demander donc à ce fonds d'aider à financer leur propre système de protection sociale dans leur pays. Donc ça, c'est globalement ça. Et alors, la troisième revendication de la campagne, c'est de demander aussi à la Belgique de promouvoir la ratification d'une des conventions de l'OIT, donc la convention 102 sur la sécurité sociale, qui définit toute une série de branches bien connues de cette sécurité sociale. Ben oui, en fait, la protection sociale nous a fameusement sauvé la mise au cours de l'année écoulée. Mais je pense que je peux m'inclure aussi dans ce constat. Il y a pas mal de gens qui n'y connaissent pas grand-chose, hein, et qui ont parfois un petit peu de mal. On va justement voir avec vous, qui vous trouvez chez vous dans votre salon ou sur Facebook. Sur Facebook ou sur YouTube, bien sûr, puisqu'on est diffusé sur plusieurs canaux. On va justement faire le petit jeu avec vous, le petit jeu WooClap. Donc, vous pouvez vous connecter sur WooClap FDT21, WooClap.com/FDT21. Normalement, si vous êtes en ligne, on va commencer tout de suite. On va commencer avec une première question. La première question, c'est une question importante, c'est combien de personnes dans le monde basculent chaque année sous le seuil de pauvreté pour faire face à des dépenses de santé? Alors, la réponse A, c'est 420 millions. Réponse B, 100 millions. La réponse C, 8692. Ou alors, aucune. Ça, c'est la réponse qui nous est proposée par le centre Jean Gaulle. Alors, on va vous laisser le temps de réponse. C'est parti. On y est, encore quelques petites secondes. Voilà. Et c'est peut-être Laurent qui va nous donner la réponse à cette question. Hein. Oui. Quelle est la réponse? La réponse, c'est quoi? Bon, j'ai envie de faire une réponse de Normand. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais il y en a une qui se rapproche plus de la réalité, c'est 100 millions. Mais évidemment, enfin, peut-être pour donner peut-être un petit complément d'explication par rapport à cette réponse, parce que au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est d'un peu mieux comprendre la réalité que ça recouvre, parce qu'on se rend compte aussi, quand on chipote un peu avec les statistiques,
mais justement, selon l'angle ou l'idée qu'on a envie de défendre, on peut présenter, on se rend compte que les institutions qui sont derrière présentent les chiffres qu'ils ont envie de présenter, quoi. Donc ça me paraît important de remettre un peu en perspective et en contexte ce fameux chiffre de 100 millions qui vient de l'OMS, hein, d'un rapport de 2017-2018, si ma mémoire est bonne. Maintenant, il faut savoir que c'est donc chaque année la situation avant Covid. Hein, donc en temps plus normal, je mets les guillemets évidemment, en situation normale, parce que c'est pas normal que chaque année autant de personnes basculent sous le seuil de pauvreté ou risquent de basculer dans la pauvreté. Et donc, juste pour déjà remettre en perspective par rapport à la situation Covid, l'OIT, donc qui est l'Organisation internationale du travail, a estimé que en 2020, il y avait déjà des pertes d'équivalent temps plein à hauteur de 255 millions. Donc 255 millions d'équivalents temps plein qui ont été perdus en 2020. Et donc on peut évidemment essayer de s'imaginer au-delà de ce chiffre combien de personnes du coup sont concernées par ce basculement sous le seuil de pauvreté. Et pour 2021, les estimations sont déjà au niveau de l'OIT à plus de 130 millions de pertes d'emplois pour 2021. Et donc voilà, les institutions qui gèrent un peu ces statistiques font une estimation maintenant globale de 150 millions de personnes supplémentaires qu'on devrait rajouter à ces 100 millions initiales. Donc on serait déjà à 255 millions de personnes qui basculent dans l'extrême pauvreté. Donc pour donner un peu cette perspective-là. Peut-être un deuxième élément aussi, je trouve, pour montrer, parce que donc on dit pour faire face à des dépenses de santé, mais la même OMS, dans un autre rapport, estime qu'on peut multiplier ce chiffre par 10, donc de 100 millions, donc de nouveau en temps normal en dehors de la période Covid, on peut multiplier ce chiffre quasiment par 10, donc on atteindrait quasi les 950 millions de personnes qui basculent dans l'extrême pauvreté, si les ménages devaient faire face à des dépenses de santé équivalentes ou supérieures à 10% de leurs revenus. Donc vous voyez quand même que ça peut quand même arriver que dans certaines situations, et donc là on augmenterait du coup on multiplierait par 10 le nombre de personnes concernées par ce basculement. Un autre peut-être élément qui me semble intéressant pour bien comprendre de quoi on parle, c'est le fameux seuil de pauvreté. Qu'est-ce que ça représente? Là, il faut savoir évidemment qu'il y a certaines institutions au niveau international qui sont spécialisées dans certains indicateurs internationaux, et donc celui du seuil de la pauvreté est géré par la Banque mondiale, institution internationale à l'égard de laquelle on peut faire énormément de critiques, et notamment par rapport à cet indicateur. Donc la Banque mondiale calcule le seuil de pauvreté au niveau international pour les ménages qui ont un revenu, ou les personnes qui ont un revenu inférieur à 1,9 $ par jour. Et donc, évidemment, ce seuil pose énormément de questions. Premièrement, ça veut dire que selon la Banque mondiale, si on a 2 $, c'est bon, on est sorti de ce fameux seuil de pauvreté ou de l'extrême pauvreté. Donc, c'est relativement cynique, je trouve, de présenter les choses sous cet angle-là. Deuxième élément, c'est de nouveau cette institution à l'égard de laquelle, de nouveau, on peut faire énormément de critiques. On n'aura pas le temps d'ici d'élaborer toutes les critiques par rapport à la Banque mondiale, mais de nouveau, par rapport à cet indicateur, on a remarqué que depuis les années 2000, et lorsque la communauté internationale avait pris des engagements pour les objectifs du millénaire, à atteindre en 2015, on s'est rendu compte que par des truchements statistiques et d'appellations, tout doucement, on avait de 400 à 600 millions de personnes qui, tout d'un coup, sortaient de l'extrême pauvreté. Un peu comme ici en Belgique, le gouvernement a l'habitude de chipoter les statistiques pour faire sortir certaines personnes des statistiques du chômage, notamment pour soi-disant montrer que leur politique montre des effets. Au niveau international, c'est les mêmes mécanismes, malheureusement, qui sont à l'œuvre. Et donc, on est passé d'un seuil de 1,25 $ à 1,90, et comme ça, hop, on sort toute une partie de la population. Très arbitraire. Voilà, on parle de pauvreté, puis on parle d'extrême pauvreté, donc on ressort X millions de personnes de la pauvreté. Et donc, juste par des truchements comme ça statistiques, on arrive en 2015 à pouvoir présenter que oui, nous avons atteint un objectif du millénaire, à savoir réduire de moitié l'extrême pauvreté, mais ça ne veut pas dire qu'en chiffre absolu, cette pauvreté a reculé loin de là. Peut-être encore un élément, si j'ai le temps, c'est peut-être de ramener ça à la Belgique. Hein. On a aussi un seuil de pauvreté qui est calculé en Belgique, et il se situe pour les isolés aux alentours de 1 100 € par mois pour les isolés, et 2 200 pour les ménages qui sont composés de 2 adultes et de 2 enfants. Mais il faut savoir évidemment que malgré les systèmes de protection sociale que nous avons en Belgique, on estime qu'il y a un Belge sur 5 qui vit
sous le seuil de pauvreté et qui a du mal du coup à faire face à des dépenses imprévues, que ce soit en matière de santé ou autres de besoins vitaux pour vivre dignement. Et on estime par ailleurs, la FGTB a sorti cela dans une brochure en 2018, on estime que sans les filets de sécurité sociale que nous avons en Belgique, on passerait donc de 19% plus ou moins à 40% de la population belge qui serait soumise à ce risque de basculement sous la pauvreté. Donc voilà peut-être quelques petits éléments pour essayer de remettre, au-delà de juste donner la réponse 100 millions, de remettre peut-être un peu en perspective pour montrer un peu qu'est-ce qui se joue aussi derrière. Oui, bien sûr, ce sont des éléments que tu donnes qui sont quand même interpellants. Je propose qu'on enchaîne quand même tout de suite avec la deuxième question, puisque on a quand même une conduite à tenir. Mais on va enchaîner directement. Donc la deuxième question, c'est quel pourcentage de la population mondiale est couvert par au moins un segment de la sécurité sociale? Alors, est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 27%? Est-ce que c'est 50%? Ou 0,4%, qui est un tout petit pourcentage, on est bien d'accord. Alors, vous avez encore quelques secondes pour répondre. Ça va bientôt se terminer. Et Stéphanie, tu vas nous donner la réponse. Oui, voilà, donc c'est 27%. C'est 27%, ça veut dire que 7 personnes sur 10 dans le monde n'ont accès à aucune prestation de sécurité sociale ou de protection sociale. Donc c'est énorme. Et de nouveau, ça cache énormément de disparités, puisqu'on sait bien que chez nous, on est déjà à une proportion extrêmement importante de population qui y a accès et qui est à des endroits où on est à peut-être même moins de 10%. Donc c'est vraiment une idée globale. Et déjà, c'est 3 personnes sur 10 qui ont accès à au moins une prestation de sécurité sociale. Ça ne nous donne pas d'indication sur la qualité ou l'étendue de ces prestations-là. Et souvent, c'est déjà très faible si on parle de pays à revenus plus faibles que les nôtres. Et souvent, on parle alors de prestations d'assurance maladie, donc des gens auxquels on va faciliter un accès à la santé. Alors de nouveau, quelle santé, quelle qualité de soins, etc. Donc tout ça, on le met un peu à côté, mais c'est à pas oublier. Et on va trouver très peu d'endroits où finalement les personnes qui sont à la pension ou qui perdent leur emploi ou qui tombent malades ont accès à des revenus de remplacement. Ça, c'est vraiment encore beaucoup plus marginal. Il faut savoir que les endroits où ces gens-là ont des revenus de remplacement, c'est généralement des personnes qui travaillent dans l'économie formelle. Et donc, toutes les travailleurs, les travailleuses de l'économie informelle, donc des gens qui travaillent dans l'agriculture, dans les petits transports, dans le commerce, enfin, tous ces gens qui n'ont pas un contrat de travail et un employeur bien connu, en fait, n'ont rien du tout. Et encore, on a entendu dans énormément de pays, les fonctionnaires de l'État ou les gens qui travaillent pour des grosses entreprises, parfois ont des pensions qui sont totalement aussi sous le seuil de pauvreté. Donc rien que ces 3 personnes sur 10, on pourrait pas du tout dire que c'est suffisant. Et on a encore donc 7 personnes sur 10 qui n'ont rien du tout. Et donc, ils doivent juste se débrouiller pour assurer les dépenses, la vie quotidienne, quoi. Effectivement, c'est interpellant. Merci Stéphanie. On va enchaîner directement avec la troisième question. Hein. Donc, c'est une question qui concerne le Fonds mondial de protection sociale. Hein. C'est quel pourcentage du PIB, donc du produit intérieur brut, devrait être alloué par tous les États pour mettre en place un système de protection sociale universelle? Alors, est-ce que c'est entre 2 et 6%, entre 25 et 30%? Est-ce que c'est minimum 50%? Ou est-ce que c'est 0,4% qui est véritablement un tout petit pourcentage? Ok, et c'est toi, Laurent, qui va nous donner la réponse ici. Hein. Oui, j'essaie de voir ce que les gens ont répondu, mais je pense qu'ils ont répondu plus ou moins juste. Ouais. Donc c'est bien entre 2 et 6% du PIB mondial. De nouveau, j'ai pas envie de faire le gars un peu rébarbatif, mais c'est vrai que de nouveau, il faut un peu expliquer derrière ce chiffre qu'est-ce que ça veut dire très, très rapidement. Parce que le PIB mondial, c'est dur de mettre une valeur évidemment dessus, mais en gros, le message qu'on essaie de faire passer à travers la campagne, c'est de dire en fait que c'est garantir la protection sociale universelle, donc à toutes les personnes sur cette terre, c'est quelque chose qui est tout à fait finançable. Hein, ça ne demande pas des moyens énormes et ça dépend grosso modo en fait uniquement de la volonté politique.
Hein, on l'a bien vu, Stéphanie l'a rappelé avec le chiffre des 27%, de 70%, enfin plus de 70%. La situation déjà avant Covid, la communauté internationale ne satisfaisait pas des engagements qu'elle avait pris dans le passé, à savoir de garantir justement dans les nouveaux objectifs du millénaire qu'on doit atteindre en 2030 maintenant. Donc, j'ai parlé de 2015, il y a d'autres engagements qui ont été pris maintenant pour 2030, et c'est de mettre en place, au niveau de la protection sociale, en fait, c'est de mettre en place des socles de protection sociale dans tous les pays pour que toutes les populations aient un accès aux soins de santé de base, avoir une sécurité de revenus pour garantir l'éducation des enfants, accès au logement, à la nourriture et ainsi de suite, garantie des revenus de remplacement en cas d'invalidité, maternité et incapacité de travail, et garantie de revenus à la pension. Donc on a comme ça les 4 garanties minimales qui forment les socles de protection sociale. Et la communauté internationale a largement failli dans ses engagements internationaux, déjà avant le Covid. Évidemment, le Covid a encore exacerbé ces différences et ces problématiques, mais grosso modo, ça ne dépend que de la volonté politique. On le voit encore maintenant dans les fameux plans de relance et ainsi de suite. On a déjà déboursé depuis la crise de Covid, au niveau des pays OCDE, on a déjà déboursé plus de 11 000 milliards de dollars, et notamment dans des plans qui vont renforcer les systèmes de protection sociale. La plupart du temps, c'est malheureusement des mesures temporaires, mais on voit qu'il y a des possibilités, évidemment, de mobiliser cet argent au niveau international, et il n'y a pas une juste redistribution, si vous voulez, des richesses qui peuvent être mobilisées à travers le monde. Et donc, l'idée, évidemment, de ce fonds mondial serait justement d'être un mécanisme qui puisse mobiliser tant au niveau international, mais aussi au niveau national, les ressources nécessaires pour garantir cet accès universel à la protection sociale pour tous. Il y a juste peut-être mentionner aussi qu'il y a une étude de la CSI, donc la Confédération syndicale internationale, qui a fait une étude de cas sur 8 pays pour montrer quel impact une augmentation de 1% du PIB de ces pays-là, quel impact ça aurait sur ces pays. Et donc, au-delà de montrer comme on pouvait s'y attendre, que la protection sociale est un facteur de justice sociale, de filet de sécurité par rapport aux aléas de la vie, mais ça montre aussi combien la protection sociale est un investissement et a un impact sur la croissance économique de ces pays-là, a un impact sur la création d'emplois, a un impact sur le paiement des impôts, et a un impact comme ça aussi, même au niveau des... Ils ont aussi relevé un indicateur intéressant qui a aussi un impact aussi pour favoriser particulièrement les femmes qui soit de retour, soit qui arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Donc on voit qu'on parle toujours de pourcentage, même si c'est difficile de se représenter les montants, on parle bien de pourcentage minime, mais qui, bien canalisés, bien alimentés, ont un impact concret sur la vie des gens et sur leur garantir un futur oui. plus digne et plus décent, quoi. Effectivement, merci beaucoup merci Stéphanie et merci Laurent pour d'avoir animé ce segment. Moi, ce que je vais retenir, c'est que les moyens sont là, tout est une question de volonté politique. J'allais vous poser une question sur la suite de la campagne, mais on n'a plus vraiment le temps. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'on aura certainement un webinaire consacré à la question de la protection sociale, puisque le projet va être le projet de résolution pour un fonds mondial de protection sociale va être en discussion au Parlement en juin et en juillet, et on aura l'occasion d'organiser un webinaire sur cette question-là en amont. Hein. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir fait ce petit jeu avec nous. Merci aussi à vous qui avez joué depuis chez vous.